Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, nous consacrerons une grande partie de ce journal aux commémorations de l'abolition de l'esclavage. En ce 10 juin, nous revivrons notamment l'appel au tambour à Cayenne. Dans l'Ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, une marche a rassemblé plus d'une centaine de personnes pour célébrer, là aussi, cette date historique du 10 juin. Enfin, ce soir, notre invité Jean Momou, historien, avec qui nous parlerons de cette journée de commémoration. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. 10 juin 1848, 10 juin 2015, cela fait aujourd'hui 167 ans que l'esclavage a été aboli en Guyane. Le 10 juin, c'est le jour où le décret d'abolition a été proclamé officiellement sur le territoire. Et depuis maintenant 2006, le 10 juin est un jour férié où les commémorations sont nombreuses. On va commencer par l'appel au tambour. C'était à Cayenne ce matin, Flore Vigneron et Abel Parnasse. Le chant des tambours résonne. Le dialogue s'installe entre les communautés créoles, amérindiennes et bushinengue, au rythme des percussions. Une tradition immuable pour cette journée de la liberté. Première valeur, la tolérance, le respect. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons voulu témoigner lors de l'appel au tambour, le respect des différentes identités qui la composent, qui représentent aussi la force de cette population guyanaise. Un dialogue des cultures qui s'est approfondi à travers des initiations aux traditions des différentes communautés présentes. Comme avec cet atelier de confection de pangui, l'habit traditionnel bushinengue, véritable symbole de la culture marron. Nous sommes en train d'apprendre la confection des pangui traditionnels bushinengue. Aujourd'hui, c'est à la machine, mais normalement, il y a aussi l'apprentissage des points traditionnels. Ça permet de connaître les autres, de connaître les cultures des autres, parce que des fois, on a tendance à minimiser, à ne pas aller vers l'autre. Voilà, aujourd'hui, c'est un jour où on courtoie tout le monde. Ça fait partie de notre culture et il faut apprendre. On est créole, il y a les bushinengue et je pense que c'est important de savoir, de connaître le patrimoine bushinengue aussi. Atelier de tembe, de confection de paniers amérindiens ou de danse saramaka et aluku. Les possibilités étaient nombreuses pour continuer de découvrir la Guyane et s'y intégrer toujours un peu plus. C'est comme apprendre les langues locales aussi. Je trouve que c'est très important de pouvoir être proche de la population en apprenant un petit peu les langues locales. Un partage des cultures qui se poursuivra, au-delà des ateliers, avec le spectacle de l'homme vaudou d'une compagnie de danse traditionnelle haïtienne, dimanche soir prochain à l'Ancre. Autre temps fort ce matin à Remire-Montjoly, un rassemblement a été organisé sur le rond-point Adaïde-Tablon au pied de la statue des Marrons de la Liberté. Ce rassemblement était aussi le point de départ d'une marche en direction du Sentier Vidal qui, vous le savez, est un site emblématique puisqu'il abritait autrefois une habitation esclavagiste et les images sont signées Claude Gianni. Une marche également à Saint-Laurent-du-Maroni. 150 personnes se sont levées de bonne heure aujourd'hui pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Et vous allez le voir, cette année, l'itinéraire a subi quelques modifications. Marc-Philippe Koumba, Éric Léo. Gare routière de Saint-Laurent, c'est le rendez-vous habituel pour le départ de cette marche du Maroni. Mais cette année, premier grand changement, les participants sont transférés en bus vers le quartier des Vampires pour un départ inédit. Alors, on va pratiquement le même circuit et c'est l'occasion de faire découvrir d'autres quartiers, d'autres quartiers. Et c'était aussi pour attirer d'autres personnes. Il est 6h30, le départ est donné. Au menu, 12 km 500 à parcourir en musique et au pack à danser. Quelques kilomètres plus loin, c'est la deuxième nouveauté de cette édition. Un passage sur la piste des Vampires truffé de difficultés. Durant quelques instants, la marche s'est transformée en randonnée. C'est ça aussi qui faisait le charme du parcours parce qu'on a voulu mettre un peu de randonnée, on va dire, dans le parcours. C'est vrai que c'est un petit peu boueux par rapport à la pluie, mais les participants sont sortis là bien satisfaits quand même parce que ça a changé, quoi. Une heure après le départ,
L'ensemble du groupe avait rejoint le centre-ville. Après les efforts consentis, la collation était bienvenue au niveau du bac international. Encore un grand succès pour cette marche du Maroni, même si le passage sur la piste des vampires a laissé des traces. J'ai mal aux jambes, je suis habitué plus à courir qu'à marcher et c'est chiant. Enfin, mais c'est bien, c'est une bonne initiative, bien sûr. Tout le monde est sensible à la cause, donc vous voyez, c'est cosmopolite, tout le monde est là. Et effectivement, je pense qu'ils ont rajouté quelque spécial, notamment des difficultés pour des personnes de mon âge, c'est un peu plus dur, mais je pense que c'est important de changer un petit peu, de visiter d'autres quartiers de la ville et puis de faire participer tout le monde. Cette 11e édition de la marche du Maroni s'est achevée par la traditionnelle séance d'étirement, mais surtout avec la cerise sur le gâteau, le partage d'un bon petit déjeuner. Hier soir, à Cayenne, le Cercle des esclaves a été inauguré sur la place du Coq. C'est une œuvre d'art intitulée La Spirale, réalisée par Guy Bent. Cette place n'a pas été choisie par hasard. Elle est emblématique de la ville de Cayenne, car c'est là que se déroulent généralement les commémorations nationales. Mais c'est aussi et surtout sur cette place que les esclaves étaient rassemblés autrefois. Et les images sont signées Éric Boutin. On va s'intéresser maintenant aux réparations. Vous le savez peut-être, le président du CRAN est actuellement en Guyane, le conseil représentatif des associations noires de France. Il a donné une conférence hier soir à l'université de Cayenne pour informer notamment sur les actions en justice menées contre l'État français. Vanessa Porphyre, Alfonso Martinez, on en parle juste après avec notre invité. Un public un peu confidentiel, mais passionné. Ici, l'esclavage est exploré dans toute sa complexité. D'abord aux États-Unis, avec l'esclave Mumbet, qui prend un avocat et arrive à conquérir sa liberté pour s'appeler Elizabeth Freeman. Sans oublier la France, son passé colonial, le travail forcé, l'esclavage. Au cours de mes recherches en ce qui concerne le travail forcé, j'ai découvert que l'ancêtre, si je puis dire, de cette société, qui s'appelait la Société de construction des Batignolles, avait été en charge de la construction d'une ligne de chemin de fer entre Brazzaville et Pointe-Noire, laquelle avait coûté, pour les 140 premiers kilomètres de cette ligne de chemin de fer, la vie à plus de 17 000 indigènes. Et donc je considérais qu'il fallait à la fois que le crime soit reconnu, mais que cette reconnaissance n'était pas suffisante et que s'il y avait des descendants, il était juste, me semble-t-il, qu'une action soit effectivement conduite contre l'héritier industriel, si je puis dire, de cette société, à savoir le groupe aujourd'hui SPI Batignolles. Le président Hollande nous explique qu'il ne peut y avoir de réparation. Mais là, on a un cas très récent de réparations qui ont été payées. Les questions fusent de toutes parts. Si la SNCF a indemnisé les victimes de l'Holocauste, pourquoi ne pas indemniser les descendants des esclaves? Les réparations sont au cœur du débat. C'est le cheval de bataille du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France. Alors, nous avons lancé 4 procès qui sont aujourd'hui devant les tribunaux. Le premier, c'était par exemple sur la rançon imposée à Haïti. Vous savez qu'Haïti a dû payer des réparations à la France, alors que c'est l'inverse qui aurait dû se passer. Donc nous avons demandé et exigé que la France rembourse le peuple haïtien. C'est l'équivalent de 21 milliards de dollars qu'Haïti a payé de 1825 à 1946. L'affaire est devant les tribunaux. Et donc, je ne peux pas encore vous donner de résultats, mais ces 4 affaires sont devant les tribunaux et c'est ainsi que nous avançons pour que justice soit faite. La loi Taubira de 2001 a définitivement inscrit l'esclavage en qualité de crime contre l'humanité. Cette conférence a voulu éveiller les consciences et affirmer que la liberté, c'est bien, indemniser, c'est encore mieux. Deux formes très particulières. Jean Momou est notre invité ce soir. Nous allons aborder dans un instant votre sujet de conférence que vous avez donné hier. Avant cela, on vient de voir les réclamations du CRAN, le Conseil représentatif des peuples noirs. Votre point de vue d'historien nous intéresse. Pensez-vous que la réparation du passé peut amener une forme de mieux vivre ensemble aujourd'hui? Alors, je n'irai pas à l'encontre de la démarche du travail sur la mémoire, la démarche d'une association, c'est normal. En revanche, le métier d'historien ne le pousse pas à juger l'histoire. Et ça me fait référence aux travaux de Antoine Garapon. Peut-on réparer l'histoire? Et de plus en plus, on regarde, il y a une judiciarisation de cette histoire-là. En revanche, ce qui est intéressant aussi, et ce dont les sociétés ont besoin, les sociétés nées du système esclavagiste, c'est plutôt aussi une auto-réparation.
en désingardisant nos discours, nos regards sur l'autre. Et on n'oublie pas aussi que la réparation morale, la France a fait a répondu à cette question, à cette demande par la loi Taubira. Et ensuite, les programmes scolaires, ça se transforme progressivement. Donc il y a différentes formes de justice, vous voulez dire. Oui, n'oublions pas que la France a du mal à se réconcilier avec ce passé colonial. Différentes formes de réparation également, pas que financières. Pas que financières, mais bon, tout le monde est libre de revendiquer, de demander à l'État français réparation. Mais en tout cas, mon métier ne me pousse pas à juger l'histoire. Comment, et Frantz Fanon le dit tout de même également, comment peut-on dire à un blanc d'aujourd'hui d'être responsable des crimes passés? Comment peut-on demander, est-ce que nous, on hérite bien sûr de cette histoire, mais on ne l'a pas vécue. Mais c'est la démarche des catégories, des groupes, et c'est légitime. En revanche, moi, en tant que chercheur, je ne peux pas... on a compris. Voilà, c'est dans ce sens. On a compris votre point de vue. On va poursuivre, Jean Momou, avec votre actualité. Vous avez, vous aussi, donné une conférence hier soir. C'était à la cité administrative régionale à Cayenne, toujours dans le cadre des commémorations du 10 juin, mais pour aborder cette fois la question de l'identité. Le reportage tout de suite de Jean-Marc Dabreux et Séfiane Dei. On en parle juste après. Jean Momou, l'identité guyanaise en question. Et voilà la salle de délibération du conseil régional presque trop exiguë. Un public pendu aux lèvres de l'historien qui pose un bref diagnostic sur les relations entre les différents groupes socio-culturels de la Guyane. Revendication à l'appartenance ethnique par rapport à l'histoire, à la mémoire, aux pratiques culturelles, à l'histoire sensible. Puis vient le temps de l'échange et du débat. Qu'est-ce qui fait identité? Moi, je pense que ce qui fait mon identité, en tout cas moi qui ai fait le choix de revenir vivre en Guyane, c'est le fait d'y être et d'accepter parfois de voir aussi la bassesse ou la grandeur d'âme de mes compatriotes et de ceux qui ne le sont pas, mais de partager un repas, un poisson boucané ou un atita ou un couac. Il y a quand même un paradoxe, parce que quand on demande est-ce que vous êtes français, vous pouvez répondre très facilement, oui, je suis de nationalité française. Vous êtes américain, oui, je suis américain, c'est sur ma carte d'identité. Mais guyanais, c'est paradoxal de demander cette question-là pour l'instant, puisque vous ne pouvez pas dire oui, je suis de nationalité guyanaise. À la lueur des débats qu'il y a eu ce soir, il me semble que c'est une question complexe, importante. Il est intéressant de se poser les bonnes questions, d'y réfléchir. Et c'est vrai qu'il a été aussi très enrichissant de voir les différents points de vue que tout à chacun peut avoir. Et comme certains ont dit, de toute façon, l'identité guyanaise va se construire au fur et à mesure. L'identité guyanaise, ça doit être une communauté de destin. Alors ça, c'est une question éminemment politique. C'est chaque individu, chaque personne qui se sent l'âme de construire, de bâtir ce pays-là, doit être investi de construire l'identité guyanaise au quotidien. Et à ce moment-là, les politiques vont s'en emparer et on aura une vraie identité guyanaise qui sera définie par rapport à nous. J'ai appris beaucoup de choses et ça a soulevé beaucoup de questions et puis non, excellent. Un débat passionné et passionnant. À l'origine de cette conférence, une association de jeunes Guyanais, étudiants de Sciences Po. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent intéresser la Guyane. Nous, on a pensé que l'identité, quand même, c'est quelque chose de nécessaire. Il faut penser son identité, la construction de cette identité. Qu'est-ce qu'on intègre dans cette identité? Le débat sur l'identité guyanaise ne date pas d'hier. Mais à en croire le nombre de personnes présentes à cette conférence, il reste toujours d'actualité. Parfois, pour éviter de les nommer. Voilà, l'auditorium était bien rempli et les discussions animées. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre toujours des mémoires donc du 10 juin. On ne sent pas quand même un engouement collectif autour de cette date mémorielle. Pour quelles raisons, selon vous ? Je pense que c'est lié en partie à l'histoire du territoire de la Guyane. Il y a l'histoire des Bushinengue, il y a l'histoire des Amérindiens, il y a l'histoire des Créoles, il y a l'histoire aussi de ceux qui sont venus. Et
on ne peut pas, comment dirais-je, tout le monde ne peut pas se sentir, comment dirais-je, ne peut pas considérer cette date comme une date unificatrice. Néanmoins, ça va venir, mais progressivement. Et les autres mémoires, les autres histoires ont leur place dans l'histoire locale. Cette histoire de l'esclavage, chaque groupe qui peuple la Guyane aujourd'hui peut se sentir concerné par cette question. Quelle que soit sa provenance. Bien sûr, mais en même temps, il ne faut pas oublier, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit hier soir, que chaque personne cherche à ce que son histoire singulière soit reconnue pleinement. Je prends un exemple en Guadeloupe, le 10 mai, l'inauguration du Memorial Act. Eh ben, sur le lendemain, on voit émerger aussi un monument célébrant l'histoire des Indiens. Donc voilà, est-ce qu'on va aller à l'encontre? Je ne pense pas. Donc toutes les mémoires, toutes les histoires particulières doivent trouver leur place au sein de cette société guyanaise pour pouvoir construire ensemble cette identité à la fois culturelle et politique. On va venir sur l'identité, mais une dernière chose quand même, ce manque d'engouement, est-ce qu'il est lié peut-être à un tabou, une forme encore de honte à parler de ce sujet? Alors, il ne faut pas oublier, là encore, il faut distinguer les sociétés. Les sociétés Bushinengue, c'est une histoire valorisée. Il y a une fierté d'être descendant de marron. À part maintenant, là encore, ça change. En revanche, chez les créoles, chez les sociétés créoles, c'est un silence, voire un oubli, qui accompagne cette histoire entre 1848 jusqu'aux années 60. Et il ne faut pas oublier la donne nationaliste qui va faire un retour au terroir en revalorisant l'histoire propre du noir, c'est-à-dire l'esclavage en tant qu'élément faisant partie de son patrimoine historique et culturel. Tout ce qui touche aux musiques et danses créoles, c'est à partir des années 60 à peu près que ces éléments-là émergent. Et puis au fur et à mesure, aujourd'hui, on est arrivé pleinement à célébrer cette histoire. Mais il y a eu des étapes pour pouvoir célébrer de façon libre cette histoire-là. On n'oublie pas, bien sûr, l'action des mouvements nationalistes et on n'oublie pas non plus l'action de l'UNESCO à partir des années 90, la route des esclaves, et en même temps le travail historiographique, les productions cinématographiques, éditorialistes qui ont contribué à cette prise en charge de cette histoire qui était considérée comme honteuse et dont il ne fallait pas du tout en parler. Alors tout cela nous amène donc à parler de l'identité qui était le thème de votre conférence. Et c'est bien là toute la difficulté, c'est ce que vous disiez, cette histoire de l'esclavage peut être appréhendée de manière différente, évidemment, si l'on se place du point de vue du marron, de l'esclave ou du colon. Comment, avec une telle diversité, créer aujourd'hui un socle commun, une identité commune? Alors, le travail a déjà commencé, comme on voit avec le monument qui se trouve dans la ville de Cayenne, les monuments des trois races. On a essayé de mettre les Bushinengue, les Amérindiens et les Créoles. Mais comment créer cette unité? Je pense que c'est l'école publique, l'école républicaine doit prendre en charge vraiment les histoires singulières de tous les groupes qui existent dans ce territoire. Madame Zozon a fait un travail remarquable, mais combien d'enseignants utilisent ces ouvrages écrits au début des années 90, où il y a l'histoire des Hmong, l'histoire des Brésiliens qui arrivent, bon, etc. Ça, on a besoin, et ça, c'est au fur et à mesure que ça va se faire. Mais je pense que l'école peut-être une passerelle, une des passerelles. Et les politiques jouent aussi un rôle. L'Université de Guyane. L'Université de Guyane, je n'oublie pas, j'allais y venir. Et autre chose, ce qu'on a vu cet après-midi, ce que le Conseil régional a organisé, l'appel au tambour. Vous voyez, Bushinengue, Amérindiens, Créoles qui jouent ensemble. Là aussi, c'est une forme de communion. Ça va unifier les gens. Voilà. Merci beaucoup Jean Momou d'avoir accepté notre invitation. Et avant de refermer cette longue page consacrée aux commémorations, notez que nous vous proposons une soirée spéciale sur Guyane Première, tout de suite après ce journal.